de projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. La lutherie, cet art ancestral de la fabrication d'instruments à cordes, possède une longue et riche histoire à travers le monde. Bien que l'Afrique centrale soit une région peu explorée dans ce domaine, au Cameroun, découvrez comment un luthier y joue un rôle crucial dans la création et la préservation de la musique. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Surmonter les traumas par la musique, c'est ce que propose notre invité du jour, Menoucha. J'encourage mes amis de la chanson à revenir à l'époque où ils avaient 5 ans dans la cour de récréation. Ils ne se soucient pas de qui les écoute, de ce que dit le professeur. Ils se contentent de crier et cela libère beaucoup de monde. Direction le Cameroun avec Clovis Choufak. Ce luthier camerounais réinvente la fabrication de guitares et marque de son empreinte la scène musicale du pays. Dans les guitares, maintenant que je fabrique des classiques, pour les essences de bois, j'ai l'épicier ici. C'est l'épicier. Il y a l'ébène. L'ébène pour le clavier en même temps, l'ébène pour la décoration. Une chorale pour faire connaître les chants de la tradition africaine, mais pas seulement. La chorale gabonaise, le chant sur la Loé, surfe depuis 30 ans sur un répertoire polyvalent. En fait, la Loé est polyvalente en fait. Mais nous n'oublions pas que notre ambition première, c'est d'exécuter et de pouvoir proposer un répertoire purement gabonais. La lutherie, cet art millénaire de fabrication d'instruments à cordes, trouve un nouvel élan au Cameroun grâce à Clovis Choufak. À Douala, cet artisan visionnaire allie tradition et innovation pour créer des guitares uniques, marquant de son empreinte la scène musicale du pays. De sa passion née d'un chagrin d'amour, Clovis a bâti une carrière florissante, devenant une référence incontournable. Un reportage de notre journaliste Maxime Farel-Bounia au Cameroun. Au Cameroun, actuellement, on a des jeunes qui ne sont pas trop dans son domaine, donc de nous faire plaisir d'arranger des guitares Made in Cameroun, Made in Africa. Vous connaissez, dans les séries de guitares, nous avons 3 types de séries de guitares. Amateur, professionnel et super professionnel. Il est là et actuellement, il n'est pas dans amateur, il est dans professionnel. C'est d'une histoire, d'un chagrin d'amour qui a mal tourné, qu'est née sa passion pour la lutherie. Elle deviendra son métier plus tard. Clovis Choufak, qu'on ne présente plus aux mélomanes camerounais, est classé parmi les meilleurs de son domaine au Cameroun. Après de nombreuses années consacrées à la lutherie, Clovis Choufak a désormais une façon propre à lui de fabriquer des guitares. Le processus de fabrication, ça dépend de chaque luthier. Luthier, c'est fabricant de guitares, ça dépend de chaque fabricant de guitares. Moi, j'ai ma façon à moi. Je commence par la table d'harmonie. Elles sont là, celle-là que tu vois, c'est une table d'harmonie. Je commence par faire d'abord la partie-ci. Je fais l'accordage des notes qui vont sonner. On a 6 notes, mais on fait toujours 7 notes à l'intérieur. Je fais 7. C'est un barrage qu'on fait à l'intérieur. Je fais la table d'harmonie. Après avoir fait, je fais les éclisses. Après avoir fait les éclisses, je mets le fond. Après, maintenant, je fabrique mon manche. Et sur mes guitares, vous allez voir toujours ça. Il y aura toujours ça. Je fais ça pour fixer mon manche. Donc, ça veut dire que la caisse finit d'abord avant que je mette le manche dessus. Après le manche, clavier. Après clavier, vernissage et chevalet. À seulement 31 ans, lui qui était prédestiné au métier de menuisier, il fabrique en série de 5 des guitares pendant une durée maximale de 3 semaines à base de matières locales. Dans les guitares, maintenant que je fabrique des classiques, pour les essences de bois, j'ai l'épicier ici. C'est l'épicier. Il y a l'ébène. L'ébène pour le clavier en même temps, l'ébène pour la décoration. Maintenant pour le fond, ça c'est du sapelli. Ça aussi sapelli. Le manche aussi sapelli. J'ai choisi le sapelli parce que c'est un bois qui ne peut pas se casser facilement parce qu'il y a des fibres en même temps. Maintenant j'ai choisi ici l'épicier parce que c'est un bois qui a les fibres droits. Et la musique, tu ne peux pas me dire, la musique est un truc qui doit être sur une même longueur d'ongle. Donc du coup, si je prends un bois qui a
des fibres trop carrées là. Quand tu vas jouer la vibration, on va arriver à un niveau, ça va bloquer. C'est pour ça que je choisis un bois qui a les fibres droites. Et c'est comme ça que moi je fais mes guitares. Elles ont envahi l'univers musical camerounais, satisfaisant ici amateurs et professionnels de la musique, à l'instar de Raphaël Diop, qui a suivi son évolution ces 5 dernières années. Je crois qu'à date, ça doit être la 4e guitare que je lui achète. Donc, et il a fait des progrès absolument prodigieux en l'espace de quelques années. Moi, je trouve ça extraordinaire avec les moyens qu'il a. Et surtout avec la façon dont il a étudié la lutherie, parce qu'il est complètement autodidacte, puisqu'il y a 0 école de lutherie, je crois même en Afrique. Il a le niveau des luthiers européens aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire parce que les luthiers européens en matière de guitare acoustique sont les meilleurs au monde. Donc aujourd'hui, Clovis pourrait parfaitement ouvrir un atelier de lutherie en Italie ou en France et ne pas être ridicule, ou en Espagne. Et je peux vous dire que c'est une performance absolument extraordinaire du niveau à mettre pratiquement en parallèle avec les grandes performances de nos grands sportifs type Ngannou, etc. Parce que ça n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir faire ça. Afin de rajouter plusieurs cordes à son arc, Clovis s'est également fait former et aujourd'hui est propriétaire d'une école de formation pour les plus petits désireux d'apprendre à jouer à la guitare. Et pour certains, c'est déjà l'envie d'y faire carrière. Ce qui m'a motivé à faire la guitare, c'est que mon père voulait qu'on nous tous on soit guitaristes. Donc je ne pouvais pas faire quelque chose, donc j'ai accepté. Parce que moi, je voulais d'abord être guitariste. Ce que j'ai appris, c'est que même si c'est difficile ou facile, ce qui compte, c'est qu'on peut faire et bien apprendre. Le maître nous dit toujours de rentrer et refaire ça pour ne pas oublier les accords. C'est pour ça que je rentre souvent. Moi, je m'exerce un peu, je parle mes cahiers et après, je fais d'autres activités. Dans un pays où la lutherie demeure un domaine méconnu, Clovis Tchoufak se distingue comme un pionnier, aspirant à ouvrir une école de formation en fabrication de guitares pour les années à venir. Son histoire inspirante révèle non seulement sa passion pour son métier, mais aussi son désir ardent de transmettre son savoir et de faire rayonner l'art de la lutherie au Cameroun et au-delà. Notre invitée du jour est Ménoucha, une coach vocale et chanteuse très talentueuse, originaire de Côte d'Ivoire et ayant des racines camerounaises. Ménoucha a vécu et travaillé entre l'Allemagne et la France. Découvrez son parcours de ses débuts en tant que jeune chanteuse dans une chorale d'Abidjan à sa carrière musicale en Allemagne. Elle partage également ses réflexions sur son identité et ses expériences formatrices. Je l'ai rencontrée, regardez. Bonjour Ménoucha, merci de nous rejoindre sur Initiative Africa. C'est un plaisir de vous accueillir. Ménoucha, vous êtes née en Côte d'Ivoire, de parents camerounais, vous vivez en Allemagne, mais aussi en France. Quelques mots pour vous décrire à notre public. Quelques mots, avant tout, panafricaine. Je me sens aussi citoyenne du monde car j'ai vécu un peu partout. Je suis une amoureuse de la musique et de l'art. J'aime les gens. Nous allons donc nous arrêter là pour l'instant. C'est ce qui me décrit le mieux. Vous avez commencé à chanter quand vous étiez enfant dans une chorale locale, n'est-ce pas? Les oiseaux du monde. Comment une enfant d'Abidjan devient-elle chanteuse en Allemagne? L'histoire est très drôle en fait. J'ai pris l'avion et quitté Abidjan. J'atterris en Allemagne, plus précisément à Francfort. Je commence mon parcours en tant qu'étudiante en graphisme, mais comme le virus de la musique est toujours là, j'ai décidé de passer une annonce sur les sites locaux pour dire que je suis chanteuse et que je cherche un groupe pour continuer à pratiquer la musique et à me produire. J'ai reçu une réponse d'un groupe appelé Us to You. Ils m'ont donné l'opportunité de me produire en tant que soliste. C'est ainsi que tout a commencé. À partir de là, j'ai pu travailler en collaboration avec d'autres musiciens, d'autres chanteurs, et j'ai pu vraiment progresser en tant qu'artiste. Ménoucha, vous êtes une artiste polyvalente et vous avez donné une conférence TEDx très sensible intitulée « Chanter pour surmonter les traumatismes ». Parlez-nous de votre carrière de chanteuse et expliquez-nous pourquoi cette conférence TEDx.
Concernant ma carrière de chanteuse, depuis la publication de mon annonce jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Bien sûr, j'ai pu tisser un incroyable réseau. J'ai eu la chance de faire la première partie d'artistes tels que Myriam Makeba et Lou Bega. J'ai également pu sortir des albums, 2 albums jusqu'à présent, qui ont plutôt bien marché pour une artiste indépendante. J'ai fait partie des charts, le classement des meilleures chansons, et pour moi, c'était énorme. L'année dernière, j'ai pu partir en tournée avec le grand André Rieu pendant toute une année. C'était fantastique. Et tout cela fut une expérience suffisamment riche pour nourrir l'idée que j'ai eue pour la conférence TED Talk que vous venez de mentionner, chanter à travers les traumatismes. Il s'agit pratiquement d'un discours sur la façon dont le chant est un véritable outil de transformation qui permet à chacun de guérir, de se développer, pour prendre soin de soi. C'est donc plein de découvertes en tant que coach vocal, mais aussi en tant que chanteuse et femme, naviguant à travers les réalités de la vie. Y a-t-il une histoire personnelle derrière cela? Je veux dire, faire cette conférence TEDx et ce genre de coaching, y a-t-il un message ou un lien avec votre propre expérience personnelle? Absolument. Il y a tellement d'exemples qui ont inspiré ce discours. Par exemple, d'un point de vue personnel, je me souviens d'une période de ma vie où j'étais complètement déprimée et j'étais chanteuse, mais je n'étais pas du tout connectée au fait de chanter pour moi-même parce que j'avais l'impression de toujours être sur scène et de chanter pour les autres. Vous êtes donc dans une situation désespérée. Vous avez tout perdu, vous chantez et tout d'un coup, vous réalisez que vous avez un outil pour faire face à vos douleurs jusqu'à ce que vous rencontriez votre thérapeute, vous voyez? C'était donc un grand moment à vivre. Une autre expérience que j'ai eue en tant que coach vocal, j'ai travaillé avec une femme que j'ai rencontrée, très confiante et qui avait réussi sa vie. Elle voulait simplement chanter et améliorer sa voix. Ce que je ne comprenais pas parce qu'elle avait une voix imposante. Mais dès qu'elle a commencé à chanter, elle avait très peu de voix. Nous avons passé les 3 premières semaines à essayer d'améliorer sa résonance. Et je me heurtais sans cesse à un mur, à un obstacle. Je lui ai dit, quand vous chantez, j'ai l'impression que quelqu'un vous tient le cou. Et elle m'a dit, oui, je vois ce que tu veux dire. Quand j'étais adolescente, j'ai été violée. Et pendant que j'étais violée, le violeur m'a tenu le cou et m'a dit, si tu le dis à quelqu'un, j'en finirai avec toi. La marque de la main était donc là. Et l'enfant en elle a été forcé au silence. Le fait de travailler avec elle et d'arriver à créer une nouvelle résonance, une voix chantée, a été absolument transformateur, même pour moi, en tant que coach vocal. De voir une telle transformation m'a vraiment changé et a renforcé ma conviction de faire cela. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission.
Ils sont enseignants, médecins, retraités, mais aussi chômeurs ou étudiants. Cette soixantaine de bénévoles passionnés de musique forment depuis 3 décennies un groupe à part au Gabon. C'est la chorale Le Chant sur l'Aloé, née à l'initiative de 2 sœurs qui voulaient mettre à l'honneur la musique et les traditions musicales africaines. Notre journaliste Jean-Rovis Dabani s'était rendu au Gabon pour les suivre. Regardez. Les Gabonais racontent qu'un esprit vit dans les eaux profondes de la rivière l'Aloé, un esprit si puissant qui décide du destin des hommes et que les politiciens qui cherchent à étendre leur influence lui présentent des offrandes. Dans le quartier de Damas, au cœur de Libreville, c'est pourtant un tout autre esprit que ces musiciens invoquent. Le chant sur l'Aloé, ce sont eux. C'est ici où ils s'y retrouvent régulièrement chaque mercredi et samedi pour créer de nouvelles chansons, répéter et se rôder. L'histoire de cet orchestre débute en 1990. À l'origine, 2 sœurs, Sophie et Yveline, toutes 2 filles du très célèbre Georges Damas Aleka, auteur de l'hymne national gabonais, elles décident alors de créer un orchestre pour fédérer toutes les personnes qui partagent la même passion qu'elles, portée par la reprise du titre Exultate Deo de l'italien Alejandro Scarlatti. Il restera à jamais l'hymne qui résonne aujourd'hui encore pour toute une génération. Sophie, la cofondatrice du groupe, se rappelle de cette époque. Au sein du groupe de l'Aloé, nous avons effectué des voyages et le premier concours auquel nous avons participé, c'était en Afrique du Sud. Évidemment, nous arrivions dans un environnement un peu inconnu. Comme j'appelle ça des petits poussins qui n'étaient pas conscients de l'enjeu, mais quand même conscients que nous sommes venus faire un travail. Et nous avons rencontré des groupes extraordinaires sur place et on a travaillé. On a travaillé. Nous avons gagné ce concours. Comme j'appelle ça comme un jeu d'enfant. Et il y en a qui en ont pleuré, il y en a qui étaient tous heureux. L'aventure commence modestement avec une fanfare, une guitare et quelques chanteurs. Aujourd'hui, le groupe atypique rassemble environ 60 musiciens et une vingtaine d'amateurs venus des 4 coins du pays. Ils sont marchands, décoratrices, peintres ou encore fonctionnaires. Nous sommes capables de tout faire. Nous avons chanté des chants sud-africains, nous avons chanté des chants en anglais, en allemand, en russe, en tout ce que vous voulez. Tout ce qui nous tombait sous la main, on le chantait. Pour nous prouver que nous n'avons pas de limite. Les chants africains, nous les chantions. Donc, en fait, l'Aloé est polyvalente, en fait. Mais nous n'oublions pas que notre ambition première, c'est d'exécuter et de pouvoir proposer un répertoire purement gabonais. Leurs premiers pas dans la musique n'ont pas été faciles. Ils ont dû se confronter à une société dominée par la musique classique. Mais à force de travail, le groupe musical a réussi à rallier les foules. Et aujourd'hui, l'orchestre est invité dans les galas officiels au Gabon et à l'étranger. Ayant rejoint l'orchestre dès ses débuts, Thierry veut croire en une nouvelle vie pour le groupe. Le secret du groupe vocal Le Chant sur l'Aloé, c'est l'amour. C'est l'amour parce que tout part de l'amour. Tout ce que nous faisons, toutes les pièces que nous exécutons, les pas de danse, les tenues, tout ce qu'il y a autour du groupe, ce n'est que de l'amour. Parce qu'on fait tout par nous-mêmes. On prend du plaisir à le faire et on prend aussi du plaisir à donner ce plaisir-là, à transmettre cela au public. Le live, c'est leur spécialité. Sur scène, même à l'étranger, ils sont à l'aise. C'est un peu comme chez eux. Ils jouent comme ils en ont l'habitude. Ils sont à l'aise dans divers styles, soul, salsa, variété, ou les rythmes gabonais comme le très célèbre Bouti ou encore le Ndiobi, de rites initiatiques ancestraux vieux d'une centaine d'années. Leurs chansons, un mélange de compositions du groupe et des reprises parfaites des célèbres groupes de chansons, des variétés gabonaises en langue locale, en anglais ou encore en espagnol, toujours avec la même flamme, la même ferveur qui dure depuis 30 ans et qui n'a pas changé pour cette choriste. Disons déjà qu'à l'école primaire, j'étais dans le groupe, dans la chorale de l'école. Comme j'ai fait des établissements catholiques, donc j'étais déjà à la chorale. Et puis voilà, lorsque je suis venue, j'ai demandé les conditions, on m'a dit non, il faut aimer le chant, et puis c'est tout. Voilà. Ce qui m'a motivée à rentrer dans cette chorale, c'est d'abord l'amour du chant, la passion du chant, ce qui nous rassemble tous. Et de plus, c'était la diversité du répertoire de cette chorale.
C'est dire que 30 ans après sa naissance, le chant sur l'Aloé est toujours en pleine ébullition créative. Une marque de fabrique pour cet orchestre philharmonique qui reste un symbole au Gabon comme à l'international, notamment en Chine, en France ou en Afrique du Sud. Le bébé né de la volonté de 2 sœurs n'a pas fini de grandir et de nous surprendre. Retrouvons tout de suite notre invitée. De son talent de chanteuse à son amour pour l'art, Menoucha utilise la puissance de sa voix pour aider les autres à surmonter les obstacles de la vie. Avec son expérience, elle est pleine de résilience et en tant que coach vocal, elle aide les femmes à s'émanciper. Regardez. Menoucha, en vous écoutant, j'ai l'impression que le chant peut finalement aider les gens dans leur vie. Vous êtes coach vocal. Qu'est-ce que cela implique? Que faites-vous en tant que coach vocal? Je ne suis ni biologiste ni scientifique, mais il est très important pour moi et pour tout le monde de savoir que lorsque vous chantez, 2 types d'hormones sont libérés. À savoir, les endorphines, les hormones du bonheur, et de l'oxytocine, qui est responsable du sentiment d'attachement et qui est aussi un analgésique naturel. Tout est dit. Ce que je fais très souvent, c'est rappeler aux gens que pour accéder à la liberté vocale, à n'importe quel type de liberté, il faut se connecter à l'enfant que l'on a été. Nous voyons comment les enfants se comportent lorsqu'ils chantent, quand ils jouent. Ils ne se soucient pas de savoir qui les écoute. Ils se contentent d'exprimer ce qu'ils ressentent. Et j'encourage mes amis. Je n'aime pas les appeler mes clients. Je les appelle mes amis. J'encourage mes amis de la chanson à revenir à l'époque où ils avaient 5 ans dans la cour de récréation. Ils ne se soucient pas de qui les écoute, de ce que dit le professeur. Ils se contentent de crier et cela libère beaucoup de monde. C'est l'approche que j'ai adoptée. Ce n'est pas compliqué. Il s'agit simplement de passer un bon moment. N'oublions pas les enfants qui sont en nous. Nous devons les nourrir. Et c'est la clé du bonheur. J'ai l'impression que vous avez aussi des messages à faire passer, peut-être aux femmes ou d'autres personnes au travers de votre métier. Quels sont ces messages? Oui, ce que j'aime voir, c'est que certaines personnes diraient « Pourquoi irais-je voir un coach vocal? Je ne veux pas devenir chanteur. » Très bien, ce n'est pas grave. Ce que j'aimerais voir, c'est qu'en plus d'avoir une identité visuelle par exemple, nous avons aussi une identité vocale. Les gens doivent pouvoir ressentir quelque chose en se connectant à leur propre voix. C'est donc une raison suffisante pour prendre soin de sa voix, pour que nous la présentions de la meilleure façon possible. C'est la même chose que de choisir des couleurs, des vêtements, des chaussures, certaines coiffures pour se mettre en valeur. C'est la même chose. Nous pouvons nous concentrer sur la voix. C'est ce que j'aimerais que les gens comprennent. J'aimerais aussi que les gens sachent que leur voix est le vecteur de la transformation. Vous êtes passionné par l'autonomisation des femmes et vous soutenez plusieurs initiatives en ce sens. Que pensez-vous de l'urgence d'aller vers une gouvernance plus féminine, non seulement en Afrique, mais aussi ici, en Europe? Les femmes jouent un rôle central dans l'évolution de la société. La plupart des grandes révolutions sociales ont été menées par une femme ou un groupe de femmes. J'aime prendre l'exemple du peuple Bamileke. En économie, on nous dit que les Bamileke sont connus pour être extrêmement astucieux sur le plan financier et commercial. Et les initiateurs de cela, cependant, sont des femmes. Il en va de même pour les Nanabens au Togo. Les Nanabens des années 80, elles ont transformé, bousculé le monde avec leur dynamisme. Elles n'étaient rien du tout auparavant. Ces femmes sont devenues millionnaires simplement en se réunissant, en vendant des textiles ensemble et en transformant le visage de l'entrepreneuriat féminin. En Afrique, nous devons encourager cela et réduire cette disparité entre les rôles masculins et féminins afin que nous puissions tous progresser ensemble. Nous ne pouvons pas gagner si certaines personnes sont en haut et d'autres personnes en bas. Vous avez ce lien avec l'Afrique mais aussi avec la diaspora en Europe. Pourquoi est-il si difficile pour les femmes de réussir? Elles sont talentueuses,
Mais ce n'est pas simple pour elles. Et ce n'est pas seulement une question africaine, c'est aussi une question européenne. Beaucoup de femmes sont élevées et ont grandi en entendant qu'elles doivent rester en retrait, qu'elles ne peuvent pas trop s'imposer, parler fort. Elles doivent être silencieuses, belles, c'est suffisant. Et cela joue vraiment sur votre personnalité. Pour ce qui est de la façon dont vous réagissez lorsque vous voyez certaines opportunités. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes avec le leadership féminin, ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités, mais aussi parce que lorsque les opportunités sont offertes, beaucoup de femmes pensent que ce n'est pas pour elles. Et se disent « j'ai trop d'enfants, je suis mariée, je peux encore faire une croix dessus. Vous savez, je suis une femme, tout simplement. Je suis trop vieille. Nous avons tellement de barrières mentales, de limites qui nous empêchent de réaliser notre plein potentiel. Et atteindre son plein potentiel n'est pas une affaire d'assister. C'est quelque chose que vous faites pour le bien de tous, parce que votre but est lié au but de quelqu'un d'autre. Par conséquent, si vous refusez votre but, vous ne rendez pas service à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez donc pas, en évoluant dans cette vie, vous dire non à vous-même, puisque vous dites non à quelqu'un d'autre. Je pense donc que c'est une piste de réflexion pour chacun d'entre nous, afin de répondre à l'appel de notre objectif. Fantastique, Menoucha. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous avoir dans notre émission. Merci beaucoup, Asha. Merci de m'avoir reçu. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Menoucha ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.